Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Alors, on a le plaisir de recevoir ce matin l'ancien président du CRIF, Roger Kuckerman. Bonjour. Bonjour. Et double plaisir dans cette émission, c'est qu'on vous êtes en face de Alexis Lacroix, qui est le directeur de la rédaction de Judaïque FM et de Radio J, et directeur délégué de l'Express. Alexis, bonjour. Bonjour Rafi, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, Roger Kuckerman, on connaît toute sa carrière à la banque Rothschild, toute son action dans la communauté, administrateur de l'OPEJ, président du CRIF, et j'apprends aussi que Roger Kuckerman a publié un livre aux éditions du Moment, Ni fier ni dominateur. Alors on va parler un peu, on va survoler. C'est tout un programme. Mais c'est de l'histoire ancienne, il était publié en 2008. On va survoler la politique. Vous êtes un ancien président du CRIF, donc vous avez été un observateur de la politique, de la scène politique israélienne, de la communauté juive et de la politique française, de l'Europe à l'égard d'Israël. Alexis Lacroix, sur la politique israélienne, Roger Kuckerman. Alors oui, c'est vrai que j'ai envie de vous demander, ça fait donc 7 mois qu'ont eu lieu les premières législatives israéliennes. Comment percevez-vous la société israélienne dans ce qui apparaît quand même aujourd'hui comme un immense balagan post-électoral ? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais souligner que depuis que j'ai quitté la présidence du CRIF en 2016, je me suis abstenu de répondre à aucune interview. Donc c'est la première fois que je réponds à des questions, quel que soit le sujet. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est à cause de Rafi que j'aime beaucoup. Ce qui donne à nos questions une charge de gravité. On va essayer d'être à la hauteur. Merci, je suis très touché. Oui, ce qui se passe en Israël est probablement le résultat d'un système électoral qui ne correspond pas aux nécessités du monde moderne, où il faut avoir un système majoritaire qui permet à l'exécutif de travailler à l'écart des influences de groupes minoritaires. Et est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas un écart incroyable entre la réussite économique et technologique de l'État d'Israël, qui aujourd'hui est la 8e puissance mondiale, et sa situation politique qui est, disons, à l'heure où nous parlons, très incertaine ? Oui, et incontestablement, Israël est un pays qui a merveilleusement réussi sur le plan économique et qui, malheureusement, a un système qui permet à des groupes très minoritaires de faire jouer de leur influence pour obtenir des avantages qui ne correspondent pas à des nécessités nationales. Je pense notamment Vous comprenez cette idée de ne pas faire le service militaire, de ne pas participer aux devoirs de la nation? Mais je trouve effectivement choquant que des gens qui ne se soumettent pas aux obligations militaires ou fiscales d'ailleurs puissent intervenir dans le débat politique au profit des intérêts de leur groupe. Et donc, certains reprochent au parti orthodoxe, religieux orthodoxe, de dire simplement, écoutez, donnez-nous l'argent pour nos yeshivot et faites ce que vous voulez. C'est comme ça que vous comprenez un peu. Enfin, en tout cas, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on entre dans un système à la française, à l'américaine ou à l'anglaise, où les élections permettent de dégager une majorité qui peut travailler librement à l'abri de contraintes bassement politiques qui consistent à calculer au niveau de l'Assemblée nationale ou du Parlement quels sont les intérêts à faire jouer en faveur d'un tel ou d'un tel. D'ores et déjà, vous pensez, Roger Kuckerman, que Benny Gantz n'a pas gagné son pari de parvenir à forger une nouvelle coalition gouvernementale ? Écoutez, moi, je me fais un devoir de ne pas émettre de jugement sur les groupes politiques parce que j'estime que pour exprimer son avis sur un régime politique, il faut se soumettre aux obligations de cet État. Mais je constate simplement qu'effectivement, il n'a pas
ont pu dégager une majorité. Et donc il faut espérer que finalement on trouvera une alliance qui permette à un tel ou un tel de s'asseoir sur une majorité convenable. On a pu penser à un moment que la menace iranienne, qui est une réalité, mais aussi sa présence dans les discours politiques pouvait être un catalyseur pour parvenir à former quand même une coalition. Visiblement, ça n'a pas été le cas, ça ne suffit pas au fond. L'existence de cette menace objective extérieure ne suffit pas à rassembler les bonnes volontés politiques en Israël. Il se trouve que les deux grands candidats en présence sont tous les deux des gens qui sont capables de faire front face à la menace iranienne. Donc on ne voit pas pourquoi cette menace iranienne favoriserait l'un ou l'autre. Alors, donc, certaines disent, vous mettez en cause, vous, dans cet paysage israélien, l'idée du système électoral. Oui, je crois qu'on a besoin d'un système majoritaire et non pas d'une proportionnelle absolue, ce qui est le cas, malheureusement, actuellement en Israël. Mais certains pensent que c'est le contraire, ça veut dire que quand un malade a de la fièvre, c'est pas la faute du thermomètre, on casse pas le thermomètre, donc c'est pas le système israélien qu'il faut réformer, c'est plutôt la mentalité sociopolitique. Non, je ne crois pas que ce soit un problème de mentalité, parce qu'en France, nous avons connu la proportionnelle lors de la 4e République, et la 5e République instituait un système majoritaire, et ça a permis à des gouvernements d'exercer leur pouvoir sans être menacés par les révolutions de palais comme il y en avait au cours de la 4e République, où les gouvernements duraient entre 3 mois et 1 an au grand maximum. Rafi le rappelait tout à l'heure, vous êtes aussi un expert des questions économiques pour avoir travaillé longtemps dans la banque. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le miracle économique israélien, qui est une réalité au fond, repositionne complètement Israël dans la région, l'arrime à la région, dans une situation finalement sécuritaire plus favorable qu'on ne le dit souvent? Je crois que l'économie israélienne est florissante. Israël a intégré l'OCDE et fait partie des puissances mondiales qui, sur le plan économique, jouent un rôle incontestable. Et au niveau régional, Roger Kuckerman, on sent qu'il y a une attractivité d'Israël ces dernières années qui grandit, notamment auprès des puissances du Golfe. Oui, effectivement, le fait qu'Israël est aujourd'hui une puissance économique et technologique qui est capable d'innover dans tous les domaines, y compris d'ailleurs dans le domaine militaire, puisque Israël a été l'un des tout premiers pays à pouvoir fabriquer des drones et s'en servir à des fins militaires. Tout ceci contribue à ce que Israël puisse être considéré comme un partenaire par certains pays musulmans ou arabes, y compris l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Alors on questionnait à la convention du CRIF, à la dernière convention du CRIF dimanche, on questionnait le politologue israélien Emmanuel Navon, qui est un grand spécialiste de la géostratégie, disons, régionale, et on lui demandait s'il craignait la menace iranienne. Alors, il disait bien sûr, il ne faut pas la sous-estimer, néanmoins, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment économiques et géostratégiques, Israël aujourd'hui, disait-il, est indestructible. Vous partagez son relatif optimisme? Oui, je crois qu'Israël n'a pas d'autre choix que d'être indestructible et que la population israélienne, les gouvernements israéliens successifs ont fait ce qu'il fallait pour se trouver dans cette position de force. Mais la menace existe. L'Iran est un pays de 80 millions d'habitants, une puissance économique, pétrolière, dont les dirigeants actuels ne cessent de menacer l'existence même d'Israël. Donc c'est une menace qui, avec en sous-tension la question du nucléaire, pose un problème et oblige Israël à être prêt à toutes les éventualités. Quand on lit tous les programmes des partis politiques, Roger Kuckerman, qui se sont présentés aux élections, on est frappé par l'absence des problèmes sociaux. Dire le problème des familles qui vivent en dessous du seuil de précarité. Et pour ce qui nous concerne, justement, la LIA de France, on estime à peu près 1 millier de familles qui ont fait leur alia ces 5 dernières années,
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez une réflexion sur ces problèmes sociaux? Si on n'en parle pas, c'est que ces problèmes sociaux, c'est pas parce qu'ils n'existent pas, ils existent, mais il n'y a pas un pays au monde où les problèmes sociaux n'existent pas. Aux États-Unis, il y a des problèmes sociaux considérables. Il y a des gens qui... mais vous comprenez qu'il y a une sensibilité particulière dès qu'il s'agit de juifs ou de solidarité. Bien sûr, mais si vous voulez, il y a quand même un phénomène qu'on est obligé de constater et qui, lui, est positif, c'est que le niveau du chômage en Israël est extrêmement bas par rapport à la plupart des autres pays. Oui, mais ça ne bénéficie pas pour certaines populations du Sud, par exemple. Bien sûr. Donc, si vous voulez, le problème social existe, mais les problèmes de l'existence de l'État d'Israël, malheureusement, se font sentir et préoccupent en tout premier lieu les dirigeants politiques qui s'affrontent actuellement. Vous êtes en train de nous dire qu'au fond, la politique économique de Netanyahou, sur le papier, elle réussit plutôt bien. Elle a entraîné une croissance très florissante pour des secteurs entiers de la vie publique israélienne. En revanche, il y a forcément des laissés pour compte parce que le ruissellement n'est jamais total. Oui, et c'est vrai dans tous les pays du monde, et particulièrement pour les nouveaux immigrants qui affrontent des situations de difficultés d'intégration qui ne peuvent pas ne pas exister. Comment vous percevez, par exemple, que certains anciens déportés vivent dans aussi ces difficultés économiques? Là, il y a un problème de dignité. C'est vrai, et la responsabilité du gouvernement israélien est importante dans ce domaine. S'ajoutent aussi d'ailleurs des contributions qui viennent de l'extérieur, puisque la Claims est une organisation très importante qui gère des capitaux tout à fait significatifs et qui a pour tâche évidemment de contribuer à assurer un certain bien-être aux survivants de la Shoah. Bon, c'est une tâche qui incombe effectivement et au gouvernement israélien et à la Claims et à toutes les organisations de la diaspora. Alors Alexis Lacroix, Roger Kuckerman, on va marquer une page en couleur et on reprend dans une seconde partie. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission des Réponses sans tabou. Nous sommes toujours, Alexis Lacroix et moi-même, en présence de notre invité Roger Kuckerman, ancien président du CRIF. Alors nous avions survolé les élections israéliennes, ce qui se passe en Israël aujourd'hui, les problèmes sociaux. Si vous voulez bien, Roger Kuckerman, vous avez été président du CRIF, donc à ce titre, vous avez sillonné les communautés juives à travers la France et vous connaissez un peu les problèmes, les défis à relever, les problèmes d'éducation, les problèmes sociaux, les problèmes politiques. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur l'état des lieux du judaïsme français? Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je constate une détérioration de la situation des Français juifs. Ça a démarré en fait avec les années 2000. Et depuis, on ne cesse de constater un nombre accru d'actes antisémites et surtout un nombre accru d'assassinats commis dans la totalité par des islamistes issus de la communauté musulmane. Le fait qu'il y ait les Juifs de France sont la première communauté juive en Europe. Mais la France est également la première communauté musulmane d'Europe, avec une population qui officiellement serait de l'ordre de 5 ou 6 millions, qui à mes yeux est probablement près du double, parce que en sillonnant les villes de France, de Brest à Strasbourg et de Lille à Marseille, j'ai vu partout, dans toutes les villes, dans toutes les petites villes également, une minorité musulmane importante. Et alors justement, Roger Kuckerman, il était l'invité de la conférence plénière de clôture de la convention du CRIF dimanche dernier. Le ministre de l'Intérieur, donc Christophe Castaner, a dit, dans un discours d'ailleurs assez applaudi, il a dit « Maintenant, je réclame tolérance zéro pour l'antisémitisme ». D'après vous, ce sont des mots, ce sont des déclarations d'intention, ou ce sont aussi des actes de la part de l'exécutif actuel? Je ne doute absolument pas de la sincérité de M. Castaner, mais j'ai été président du CRIF pendant 9 ans. Mon premier mandat était en 2001. J'étais renouvelé en 2004 et je suis revenu en 2013.
tous les présidents, tous les premiers ministres que j'ai connus, tous les ministres que j'ai connus, nous tenaient le même langage, et c'est un langage sincère, je ne doute pas de leur sincérité. Le problème, c'est qu'ils ont à affronter une situation extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce que dans cette communauté musulmane qui vit en France et dont l'immense majorité s'intègre et ne pose pas de problème, il se trouve une minorité que certains estiment à 30%. Et quand je dis certains, je pense à la fondation Fondapol, je pense à l'Institut Montaigne, qui, l'un comme l'autre, nous disent que 30% de cette population préfèrent les lois de la charia aux lois de la République. Alors justement, ils sont sous l'influence souvent de mouvements fondamentalistes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on sous-estime dans les élites politiques françaises le travail de sape continu, année après année, d'un mouvement comme les Frères musulmans ? Mais comme vous dites 30%, ça représente 4 millions. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une base sur laquelle peuvent s'appuyer les mouvements islamistes, qui est particulièrement dangereuse, non pas pour les Juifs, mais pour la France. Et en contrepoint de la question de Rafi, on sous-estime, d'après vous, chez les dirigeants politiques, chez les journalistes, le péril des Frères musulmans ? Je crois qu'on refuse de voir le danger. Il y a un certain angélisme de la part de la classe politique aujourd'hui. Oui, et des médias. Et on voit bien, quand des mouvements viennent manifester contre l'islamophobie, on se rend bien compte que le véritable danger n'est pas en France aujourd'hui l'islamophobie. Le nombre d'actes islamophobes en France est réduit, surtout en comparaison de l'importance de la population musulmane. Il faut quand même se souvenir que plus de la moitié des actes xénophobes commis en France sont commis contre les Juifs, qui ne représentent que 1% de la communauté. Nous avons plus de 50% des actes xénophobes commis contre les Juifs, alors que nous sommes moins de 1% de la communauté. Donc c'est sans rapport, je veux dire. Donc on est face à une situation où les médias, le monde politique, parce que derrière les musulmans, il y a des électeurs aussi, refusent de voir la réalité qui est particulièrement inquiétante, et c'est un phénomène qui ne peut que s'aggraver, parce que cette population s'intègre quand même dans majorité dans les instances politiques, juridiques, intellectuelles et autres, et donc leur influence se fait de plus en plus grande. Et le livre de Houellebecq, Soumission, était prémonitoire. Oui, sauf qu'on peut dire contre Houellebecq que son tort, dans la réflexion sur ce qui arrive à la France, c'est d'annuler une distinction essentielle pour les républicains, qui est la distinction entre l'islam. L'islam comme tel n'est pas critiquable, c'est une religion qui est comme une autre, on peut en parler, mais calmement, et l'islamisme. À partir du moment où on fait sauter la distinction entre l'islam et l'islamisme, on risque, Roger Kuckerman, de pratiquer des généralisations extrêmement gênantes. C'est vrai, mais la réaction de la population française, c'est aussi, à la différence de ce que font les médias et le monde politique, de regarder vers les populistes et d'espérer trouver une solution, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Et l'extrême droite et l'extrême gauche, malheureusement, se rejoignent dans le paysage politique. Et tout ceci est particulièrement inquiétant. Et Comment vous expliquez cette haine d'une partie des médias français, une partie de la classe politique de gauche et d'extrême gauche, bon, l'extrême droite, nous le savions, mais comment vous expliquez cette haine sans connaître l'histoire de ce peuple, sans connaître sa souffrance, sans connaître... Mais comment vous expliquez cette haine des médias à l'égard d'Israël ? Mais c'est tellement plus sympathique de se déclarer anti-sioniste que de déclarer antisémite. Oui. C'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus diplomatique. Être contre la politique de Monsieur Bibi Netanyahou, c'est monnaie courante, et personne ne peut reprocher à quelqu'un de s'opposer à une action politique d'un gouvernement étranger. Par contre, se déclarer antisémite, c'est très mal vu. On a quand même en mémoire, plus ou moins, mais on a quand même en mémoire ce qui s'est passé. Mais quand vous voyez une sénatrice qui dit « Ah non, les toiles jaunes, c'était pour rendre hommage au peuple juif »,
Oui, alors cette sénatrice est malheureusement une juive qui, comme trop de juifs, est carrément masochiste et Madame Benbassa nous a montré dans le passé le peu de respect et d'amour qu'elle avait pour l'État d'Israël. Malheureusement, je crois que nous avons affaire à un environnement où l'antisionisme, c'est le nouvel habit de l'antisémitisme. Mais alors justement, il ne faut pas se leurrer à ce sujet. Voilà, Roger Kuckerman, je me souviens d'une émission de télévision il y a quand même maintenant quelques années, peut-être en 2004 ou 2005, vous étiez alors président du CRIF et vous aviez été confronté à Olivier Besancenot, le patron du NPA, enfin, c'est-à-dire la principale formation trotskiste française. Et là, vous aviez dénoncé justement ce nouvel axe qui, sous couvert d'antisionisme, se met en place entre disiez-vous, les rouges et les bruns. Ça avait fait un tollé. Ça avait fait vraiment un tollé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette lucidité serait mieux entendue ? En tout cas, je ne suis pas mécontent d'avoir fait cette déclaration, parce qu'elle se révèle confirmée par la réalité. J'ai d'ailleurs eu des procès. Dieudonné vous a... J'ai eu 3 procès contre moi. Dieudonné, c'était votre adversaire. Le premier procès, c'était par l'organisation de Besancenot. J'ai été relaxé, où j'avais été accusé de diffamation. Deuxième procès, c'est Monsieur Dieudonné lui-même qui m'a attaqué en justice pour le même motif. Octobre 2014. Je l'aurais diffamé en l'accusant d'être antisémite. Bon, j'ai gagné également ce procès. Le dernier procès que j'ai gagné, c'était contre une organisation beaucoup plus respectable, qui est les Médecins sans frontières, qui avait fait une exposition sur la Palestine où ils présentaient des terroristes palestiniens comme des martyrs. Alors en 2002, j'étais relaxé aussi. En 2002, donc vous étiez président du CRIF, à votre initiative, Roger Kuckerman, et de l'ensemble des organisations juives, c'était je crois le 7 avril dans ma mémoire, vous aviez rassemblé une manifestation, il faut dire monstre, à Paris, contre l'antisémitisme, 200 000 personnes, c'était énorme. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que malheureusement, la même organisation, si elle appelait à une manifestation de tous les Français, aurait autant de participants? Non, malheureusement. Je suis très fier d'avoir organisé ce 7 avril 2002 cet appel contre l'antisémitisme et pour le soutien au peuple israélien, qui avait recueilli effectivement 150 000 personnes à Paris et 50 000 personnes dans les villes de province. À l'époque, c'était le début de cette vague d'antisémitisme. Le peuple avait répondu et ça avait été une manifestation particulièrement marquante dans tous les esprits. Nous, on y était avec notre ami Alain Finkielkraut, d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, je vois bien quand l'histoire du 15 novembre, pour l'hypercachère, pour les manifestations ne se font plus pour soutenir les Juifs. Quand on arrive à 10 000 personnes, on est très fiers. Non, malheureusement, le climat français s'est complètement détérioré et je peux comprendre que de nombreux Français se disent que leur choix, c'est de quitter la France. Alors une note un peu plus d'espoir. Vous êtes, Roger Kuckerman, aussi, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui vice-président de l'Alliance israélite universelle. Et quel est votre sentiment sur cette idée de mettre dans la centralité de la vie juive l'éducation, les écoles? Je crois qu'effectivement, quand face à une situation telle qu'on l'a décrit, où l'antisémitisme se propage et où le climat général pour les Juifs devient plus difficile, il y a deux possibilités. L'une, c'est de partir, et l'autre, c'est de rester et de se battre. Et pour se battre, le meilleur moyen, c'est l'éducation. C'est de former des enfants à affronter avec des armes réelles, intellectuelles et de toute nature contre l'adversité. Et je crois que le travail de l'Alliance et des autres écoles juives en France est très essentiel pour affirmer sa judéité et être prêt à affronter un environnement difficile. Roger Kuckerman, merci de nous avoir fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui dans Réponse sans tabou. Merci à Alexis Lacroix qui a accepté aussi d'animer cette émission avec moi. Voilà. Tout le plaisir était pour moi, Rafi. Tout le plaisir était pour moi, Rafi. Voilà. Merci, chers auditeurs. Très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.